Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hey, ciao tout le monde, bienvenue dans Kiss. Je m'appelle Tamara ou Cœur Sucre pour les intimes et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ce que pensent les femmes. Alors encore un petit disclaimer pour le coup, quand je dis femmes, nous sommes autour de cette table, 4 femmes, 6 genres. J'ai envie de dire hétérosexuel, mais pas que. Mais on va parler d'amour hétérosexuel aujourd'hui, ce soir, hein, parce que pour nous, c'est le soir. Et pour ceci, je laisse mes magnifiques invités se présenter. Et je commence par toi, Alice, qui est déjà venue. Donc, re-bienvenue. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Alice, j'ai 32 ans et je suis d'orientation hétéro-bi, ça dépend un peu des moments. Et puis, pour le moment, célibataire et très fière de l'être. Super, merci beaucoup. Notre deuxième invité est un peu spécial pour moi ce soir parce que j'accueille ma grande sœur, Sandra. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Sandra, parle-nous un peu de toi. Eh ben, je suis un petit peu plus grande que toi en taille. Je suis fière. Et en âge aussi. J'ai bientôt mes 46, encore un petit mois. Et célibataire depuis un petit moment aussi. Très heureuse. Faut préciser. Et ce soir, je vais redécouvrir les générations de célibataires qui sont passées avant moi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours... Les différences ne sont pas tant des différences. Au final, on se rend compte que le célibat, peu importe notre âge, il se ressemble quand même pas mal. Hein. Oui, mais c'est des expériences chacune différentes. On a des choses à s'échanger ou à s'apprendre. Je me réjouis d'entendre tout ça. Et notre dernière invitée, mais bonjour. Bonsoir. Moi, c'est Suzanne, j'ai 36 ans. Quelques semaines, j'aurai 37. J'ai 2 enfants et je partage ma vie depuis 5 ans avec mon chéri Florian. Je vais faire un petit bisou. Salutations Florian. Super, alors merci beaucoup pour ces présentations. Moi, je vous accueille pour vous parler d'un sujet que je trouve passionnant, donc les relations hétérosexuelles. Et dernièrement, j'ai lu, alors j'ai pas terminé parce que j'ai l'impression que ce livre est interminable et je l'ai recommencé à plusieurs reprises. C'est l'ouvrage de Mona Chollet, Réinventer l'amour. Et donc, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. C'est un sujet plutôt vaste qu'elle a bien su condenser dans un ouvrage. Mona Chollet, qui est franco-suisse et qui a fait ses études à Genève. Moi, je vous conseille vraiment ces bouquins, ils sont très intéressants. Et ce livre, donc, il parle de ce qui sabote donc, nos relations en tant que femmes et hommes hétérosexuels. Et pour ceci, donc, j'ai quelques questions à vous poser et à voir avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, il y a une phrase au début du bouquin, et je vais vous la lire, qui a retenu toute mon attention et pour laquelle j'aimerais qu'on débatte, si vous êtes d'accord. Oui. Let's go. Alors, si l'on aime l'amour, il faut avoir le courage de se pencher lucidement sur ce poisson, ne pas hésiter comme le héros de Matrix à avaler la pilule rouge de la lucidité plutôt que la bleue qui lui aurait assuré une bienheureuse ignorance. Est-ce que ça vous parle ? Alors déjà, je peux me permettre de commencer. C'est marrant la métaphore entre le poisson, où c'est un animal qui est insaisissable, et puis la pilule rouge, parce que ça, c'est hyper concret. Pardon, en fait, ça n'a rien à voir, c'est le poison. En fait, ouais, d'accord, ok. Moi, je me disais, c'est hyper bizarre, tu vois, parce que d'un côté, c'est un truc insaisissable, puis l'autre, hyper lucide, hyper réel. Maintenant que tu dis ça, je te la mets. On parle pas de poisson. Alors, pardon. C'est poison. Non, c'est ma prononciation qui est tout à fait catastrophique. Se pencher sur ce poison. Poison, ok, je comprends mieux. Donc voilà, pour elle, l'hétérosexualité sous le prisme du patriarcat, c'est vraiment quelque chose d'invivable, donc un poison.
Et puis, moi, ce qui m'a marqué dans cette phrase, c'est parce que je me suis faite à plusieurs reprises la réflexion que j'aurais préféré pour certaines phases du patriarcat ne pas savoir. Rester dans l'ignorance de ce que représente le patriarcat. Quand je vois, par exemple, mes parents, moi, je vois mon père, qui est quand même un homme bien issu du patriarcat, malgré qu'il ait inconsciemment des phases assez féministes, ça reste quand même quelqu'un de très machiste. Et ma belle-mère, c'est quelque chose qu'elle ne perçoit pas, ou du moins quand elle le subit, mais de manière totalement inconsciente. Et pour elle, c'est tout à fait normal. Et du coup, ça passe crème, quoi. Mm-hmm. Et à partir du moment où tu as une certaine lucidité par rapport à ça, je trouve que tu le vis beaucoup plus mal, parce que en fait, tu n'as rien envie de laisser passer. Mais la personne, enfin l'homme que tu vas avoir en face de toi, il a tellement pas l'habitude non plus d'être confronté à ces normes, en mode bah non, en fait, c'est pas normal. Est-ce que tu peux revenir consciemment sur tes actes, parce que si on regarde ça sur un prisme beaucoup plus féminisme, avec du recul et une certaine égalité, c'est pas OK. Mm-hmm. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous auriez préféré ne pas savoir, ou est-ce que vous continuez à être un peu dans cette inconscience ? Comment vous percevez la chose ? Globalement, en fait, je pense que c'est même pas que pour les relations. C'est fatigant, en fait, de se rendre compte qu'on doit tout le temps se justifier, ou tout le temps être, pas en guerre, mais essayer de corriger les choses. Et donc, du coup, je trouve que c'est épuisant à la longue, en fait. Mm-hmm. Je trouve que ça fatigue le couple aussi, parce que tu as l'impression d'être tout le temps dans le reproche, alors que ça devrait être normal, enfin, ça devrait pas arriver. Donc, du coup, ça devrait être simple. Et ouais, je trouve que ça va. Mais là, tu parles du couple, mais est-ce que tu penses que tu subis quand même le patriarcat au travers des relations hétérosexuelles quand tu n'es pas dans une relation à proprement définie en tant que couple ? Ça peut être aussi une relation avec un homme sans être forcément dans le couple. Est-ce que tu le vis aussi, ces injonctions ? Bah oui, c'est vraiment parce que j'ai l'image maintenant, mais le fait de ne pas vouloir me mettre en couple fait qu'à chaque fois je finis les relations, parce qu'en fait la personne en face de moi ne veut pas l'entendre et veut justement être... En fait, comme si le fait de se mettre en couple lui assure le fait qu'il y aura une honnêteté, une confiance entre nous deux, alors que en soi, voilà, moi si je respecte l'autre, il n'y a pas de souci, mais le besoin de un peu mettre en cage, en fait. C'est comme ça que je le vis, donc oui, effectivement, ça finit la relation comme ça, en fait. Le fait qu'il t'impose une certaine... comment tu dis ça officialité. Ouais. C'est ça qui te dérange. Oui. Parce que je dis clairement que moi, je ne veux pas être en couple, parce que justement... Mais c'est l'exclusivité qui te dérange ? Non, pas spécialement. Okay. C'est vraiment le truc de se mettre en couple. Le titre. Oui, le titre, en fait. Et je trouve que ça complique. Enfin, d'un coup, alors moi, ça complique tout. Parce qu'en plus de ça, généralement, j'accepte. Je me dis, allez, on va essayer. Et puis, en fait, non, ça va pas du tout. Parce que c'est pas ce que je veux, en fait. Et j'ai l'impression, du coup, de pas être écouté. Pas être entendu pour ce que moi, je veux, en fait. Et tu penses que ça, c'est lié au fait que ce soit avec un homme ? Est-ce que si ça avait été avec une femme, ça aurait été différent ? Ouais, je pense bien. Mais tu sais dire pourquoi ? Je sais pas. En fait... je peux jamais être en relation avec une femme, donc du coup je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a peut-être plus d'écoute, qu'elle comprend aussi, ce truc de... j'ai l'impression qu'en fait entre femmes on se comprend peut-être un peu mieux, et donc du coup... Ouais, parce qu'on mène un peu les mêmes combats, et puis je vais utiliser un terme fort, mais on subit les mêmes choses, et du coup on peut s'attendre à ce que... j'ai compris ma phrase, je débute ma phrase, mais t'as compris la suite, parce qu'on se dit... d'ailleurs, il y avait un débat, je passe toute autre chose, je suis désolée, mais il y avait un débat sur est-ce que les hommes peuvent voter sur le droit à l'avortement, tout autre sujet, hein, mais est-ce qu'un homme qui n'a pas d'utérus, ne peut pas porter d'enfant, est le mieux placé pour décider de ça ? Et ça rejoint un peu ce que tu disais, parce que du coup, une femme... Tu pars du principe qu'elle pourrait comprendre ce que tu pourrais dire à demi-mot, parce que pour elle, c'est tout à fait clair, et puis elle le vit la même chose, mais à prendre avec des pincettes, je crois. Parce qu'il y a des femmes qui pensent, qui ont la même conviction que toi, mais des hommes aussi. Oui, de la même façon. Partager ma vie avec un qui vraiment est hyper sensible à ça. J'ai des discussions avec lui où pour lui...
il y a plein de choses qui sont claires. Et puis, quand il entend ses potes discuter ou des trucs à la télé comme ça, il est là, non, mais really? Alors que je regarde la même chose avec une copine, elle va me dire, oh, bon, c'est un beauf. Et puis voilà. Alors que lui, il va vouloir approfondir, il réagit, ça le heurte. Peut-être parce qu'on a aussi une petite fille. Du coup, tu vois, t'imagines un peu la suite des événements et tout. Mais je pense pas qu'on puisse incriminer le 100% des hommes. Et ce serait aussi mauvais de le faire. Alors, on incrimine, je tiens juste à préciser, on n'incrimine pas les hommes, mais le patriarcat. Hein. Oui, c'est vrai. Pour qu'on remette, on contextualise. Ouais. Alors ça, c'est bien de le dire parce que souvent, on fait vraiment ce lapsus de se dire... tu sais, quand on dit souvent oui, mais de toute façon, t'es un homme. Et c'est parce que c'est un homme. Tu vois, et c'est hyper dangereux de le faire. Je pense qu'on peut en discuter aussi peut-être plus tard si tu veux passer à autre chose. Mais ouais, c'est vraiment des sujets où moi, je suis persuadée qu'un homme pourrait être hyper proche de la cause féminine, la soutenir tout aussi bien qu'une femme. Et puis, ils le font. Il y en a beaucoup qui le font aussi. Donc, À l'inverse, c'est la même chose parce que t'as énormément de femmes qui ont été élevées justement avec des clichés, des idées reçues du patriarcat et qui donc du coup vont juger les autres femmes qui ne rentrent pas en fait dans cette norme et dans ces cases. Oui. Donc c'est pour ça que dans les deux sens, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas l'homme en général, c'est vraiment le patriarcat qui touche autant les hommes que certaines femmes en fait. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est sûr. Et toi, Sandra? La phrase que tu viens de dire, rentrer dans la norme, pour beaucoup d'hommes, c'est un devoir de rentrer dans la norme, et pour beaucoup de femmes, c'est un devoir de soutenir cette norme pour leur homme, pour leur père, pour leurs enfants, etc. Mais ça, c'est la même chose et c'est le même souci dans une société matriarcale. Donc, est-ce que vraiment c'est la faute à celui qui la met en pratique ou à celui qui a accepté tout simplement que ce soit la norme? Bien sûr, mais après, quand ça devient des injonctions qui sont inconscientes, c'est parce que ça fait longtemps. Voilà, exactement. La question initiale, je me permets de recentrer, c'était plutôt, est-ce que vous auriez préféré ne pas avoir la conscience, voilà, on va dire ça, la lumière sur le féminisme? Est-ce que le prisme de toutes les sortes de féminisme, il n'y a pas qu'une seule sorte de féminisme, mais que toutes les sortes de féminisme nous met en lumière actuellement par rapport à toutes ces injonctions normatives inconscientes qu'on a intériorisées depuis le début de notre vie, voilà. Une fille, ça s'habille en rose, un garçon, ça s'habille en bleu. Forcément, si tu promènes un gamin dans une poussette avec du bleu, on va te dire, il est joli le petit garçon. Puis si tu dis c'est une fille, ah mais voilà, tu vois, des débilités comme ça, mais forcément, ça rentre dans l'inconscient collectif. Et puis finalement, au-delà de ça, il y a vraiment des normes patriarcales qui vont faire du tort aux femmes comme aux hommes, bien sûr, parce que là, on peut parler de masculinité toxique, de beaucoup de traits dont les hommes souffrent. On ne peut pas les écarter de cette souffrance. Mais vous, en tant que femme qui vivez des relations hétérosexuelles avec des hommes, j'imagine cisgenres, qu'est-ce que vous auriez préféré quand vous voyez, par exemple, des générations passées? Est-ce que vous vous dites, elles ont de la chance de ne pas avoir cette conscience? Ou plutôt, est-ce que vous préférez être dans la situation où vous êtes lucide, et même si ça fait souffrir? Mais je pense que cette lucidité, on l'a parce que... Je le vois dans les relations, dans les discussions que tu peux avoir avec collègues, amis, famille, etc. Je pense qu'on n'a pas attendu de parler de patriarcat, parce que moi, il y a quelques années, ça m'invoquait rien du tout. De mouvements féministes, de mouvements les MeToo, etc. Je pense que moi, en tout cas, j'ai pas attendu que ces mouvements se soulèvent et qu'on leur donne la parole, ou en tout cas qu'ils prennent la parole, pour me rendre compte que ce qui se faisait au sein de ma famille, donc entre mon père, comme tu disais tout à l'heure, ton papa, ta belle-maman, etc., où tu te dis, non mais moi, no way, c'est impossible pour moi, c'est sûr. Et ça, j'en avais déjà conscience quand j'avais, 15-16 ans. Et là, je te dis, j'en ai 36, donc il y a bien des années de ça, où je voyais déjà que moi, je ne voudrais pas faire comme ça. Et j'avais déjà des discussions avec des amis à cette époque-là où on disait, non, mais c'est clair, c'est passé nos parents et puis ils ont connu que ça, etc. Mais on savait déjà, nous, qu'il y avait certaines choses qu'on allait peut-être reproduire parce qu'on était OK, parce qu'il n'y a pas tout qui est acheté dans les générations passées, bien au contraire. Il y a des choses à maintenir et d'autres à modifier. Mais je pense
c'est bien que ces mouvements fassent avancer les choses plus vite, mais je pense que même sans ça, on aurait eu l'intelligence et la conscience nécessaire pour pouvoir déjà un petit peu nous changer les choses. Peut-être que c'est de donner la parole comme ça à tous ces mouvements et puis qu'on les voit sur les réseaux, sur l'écran, enfin peu importe, ou qu'on en parle comme ça entre nous, ça accélère les choses et ça met des noms, en fait, des appellations sur des sujets que toi, dans ta tête, t'avais déjà commencé le cheminement. Patriarcat, je savais même pas que le mot existait, sincèrement, jusqu'à il y a quelques temps, mais j'avais déjà conscience de ce que c'était. Tu vois, j'avais la définition, mais j'avais pas t'avais la conscience qu'il y avait une certaine inégalité entre... C'est ça. Donc, je pense que le cheminement, il se faisait déjà avant. Donc, qu'on le veuille ou pas, on n'aurait pas pu continuer à vivre, je pense, à l'identique de ce qui se faisait dans les relations il y a 50, 60 ans de ça. Enfin, j'ai pas l'impression... qu'on aurait reproduit exactement les mêmes schémas. Ouais, je pense pas. Mais heureusement que ces mouvements sont là parce que justement, ça te fait prendre conscience, ça te fait te rattacher à certaines valeurs avec certaines personnes, de débattre, de mettre des mots, etc. sur certaines pensées que tu pourrais avoir. Et encore une fois, ça permet d'avancer le cheminement beaucoup plus rapidement. Yes. Et puis vous, les filles? Moi, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, qu'effectivement, plus on va en parler, plus on va en être conscient. Mais je reviens au truc en fait, c'est parce que je vois ma mère qui est féministe, qui se bat depuis des années, et parfois je me dis, mais enfin, tu dois être fatigué, en fait, à tout le temps être à reprendre les gens, à être en combat. Donc c'est vrai que parfois, tu laisses couler, tu laisses passer, parce que tu te dis, encore quelqu'un qui parle comme ça, ou qui a encore ce genre d'idées. Maintenant, effectivement, je vois bien entre ma grand-mère et ma mère, il y a eu quand même une belle évolution. Et je repense à un truc, mais quand j'étais plus petite, j'adorais le bleu. Et en fait, ma grand-mère arrêtait pas de me dire que j'étais un garçon manqué, jusqu'au moment où ma mère a été lui dire, t'arrêtes de lui dire ça. Si elle a envie de porter du bleu, elle porte du bleu, et puis on s'en fout, quoi. Et en fait, c'est vrai que plus on va en parler, plus il va avoir des mouvements. Plus effectivement les gens vont être conscients. Maintenant, à voir, voilà, si parce qu'ils sont conscients, ils arrivent quand même à relever ou à changer, ou en fait, on va se dire, je m'en balèque, quoi. Ouais, parce qu'il y a certaines acceptations forcées, parce que tu n'oses pas dire, tu vois. Imagine là un homme à côté de nous qui dirait, non, mais c'est clair, attends, les filles doivent porter du rose, et des filles et des jupes, enfin, tu vas être hyper mal à l'aise. Donc, des fois, tu as des prises de position un peu forcées parce qu'ils savent que ce serait hyper déplacé de le faire, et d'autres fois où c'est en pleine conscience, où je suis d'accord avec ce que je dis. Je le dis, mais en plus, je le ressens, tu vois. Donc, et j'imagine que les générations futures, on sera plus proche de je dis ce que je pense réellement, et pas juste je dis parce qu'on m'a forcé à le dire ou parce que j'ai peur des répercussions, tu vois. Je pense qu'on démocratise aussi beaucoup la parole. Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on arrive, la libération de notre voix, qui se fait entendre et qui se fait écouter. Enfin, c'est quelque chose qui a peut-être 20, 30, 40 ans en arrière, c'était complètement impensable qu'une femme déjà ait une prise de parole, qu'elle ait conscientisé un cheminement, vraiment une pensée critique, etc. Bon, on était là, mais non, enfin, une femme, ça fait pas ça, voyons. Ils ont autre chose à faire. Quelle audace. Il y a toujours de la poussière à prendre. Oui, mais surtout que ce soit sa propre parole, parce que certaines peut-être parlaient, mais parlaient parce que c'est ce que Marie lui avait dit de dire. Exactement. J'avais vu une archive d'ailleurs de la RTS qui tournait sur les réseaux sociaux, et on parlait du droit de vote. C'était dans les années 90, et il manquait, il me semble, Appenzell, Rhôde intérieur ou Rhôde extérieur, qui était le dernier canton à donner le droit de vote au niveau cantonal en Suisse. Et des femmes donc disaient, ah non, mais bon, le vote, ça c'est pour les hommes. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, si on me donne le droit de vote, je vais voter ce que mon mari y vote, parce que et on voit vraiment, comme on dit, le patriarcat, c'est pas que les hommes. C'est bien sûr, c'est aussi soutenu par les femmes, et c'est aussi parce qu'il y a autant de soutien par les femmes depuis toujours, enfin depuis que le patriarcat est patriarcat, qu'il est toujours là. Donc, mais pour donner mon avis par rapport à cette question de base, souvent, je me retrouve confrontée à
je sais pas comment expliquer, à des remontées de colère en moi quand il s'agit de tâches ménagères ou d'éducation de l'enfant. Parce que c'est des choses qui, pour les générations passées, étaient totalement dédiées à la femme. Et la femme avait, entre guillemets, plein pouvoir. Tu vas me dire le pouvoir des tâches ménagères, mais c'est vrai, tu vois, tu fais les choses comme tu veux et tu les fais toi, toute seule, t'as le lead. Et finalement, aujourd'hui, on demande aux hommes de prendre également ce lead, mais on n'est pas contente si c'est pas fait comme nous, on le veut. Et puis finalement, on finit par le refaire par derrière, etc. Et je me dis, des fois, je préférerais pas être féministe et simplement faire les choses, parce qu'aujourd'hui, si je les fais en étant féministe et que je prends le lead sur tout ça, j'ai l'impression que je me trahis. Ouais. Je vois Sandra qui est en train de... Vas-y, dis. J'essaie de me formuler la phrase. Est-ce que le problème viendrait vraiment du soit patriarcat, soit matriarcat, soit pression sociale, familiale ou professionnelle ou autre, ou est-ce que ça viendrait pas de l'image qu'on a du rôle qu'on doit tenir? Et est-ce que l'autre, on le choisit pas par rapport au rôle qu'on aime tenir aussi? Mais je pense, oui, un peu. Et il faut pas oublier que dans certains foyers, ça marche et c'est OK. Je pense que il faut pas oublier que pour certaines femmes, le schéma type du patriarcat, c'est OK. Et pas parce qu'on lui l'a inculqué, mais parce que pour elle, elle le veut. Et c'est sa manière de vivre et c'est sa manière de voir les relations, parce que pour elle, j'ai ma place. C'est à la maison, je m'occupe des enfants, j'y suis bien et la question ne se pose pas. Et moi, je les respecte aussi, comme je respecte tout à chacun, mais il ne faut pas non plus leur taper dessus et leur demander impérativement, je trouve, de changer leur façon de faire, parce que on passe d'un courant à l'autre. On passe d'un courant où on a dit aux femmes pendant longtemps, tu dois pas te mêler des affaires des hommes, ta place elle est à la maison, tais-toi en gros. Je schématise beaucoup, mais on a compris, je tape bien fort pour que ce soit assez clair. Et tout d'un coup, on lui demande, pas du tout, oublie tout ce qu'on t'a appris, oublie tout ce que tu as vu de tes grands-parents, de tes parents, etc. Le juste, c'est ça. Et puis, si tu fais pas ça, du coup, tu es dans le faux. Mais je pense qu'on nous a suffisamment tapé dessus en nous disant quoi faire pour qu'on perdure et qu'on continue à le faire maintenant, en fait, je pense. Je pense qu'il faut accepter qu'il n'y a pas qu'un seul courant, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses, que les personnes qui ne pensent pas comme nous, elles ne sont pas forcément à contre-courant, mais c'est une autre vision des choses. Je dis ça parce que moi, des fois, quand je parle avec ma maman, elle est là, genre, oui, mais moi, j'aime bien. Alors, elle a toujours travaillé, etc., mais c'est toujours elle qui a mené le ménage, et puis c'est toujours elle qu'on s'est adressé quand on avait, je sais pas, des sorties scolaires, voilà. Mais elle aimait bien. Et si j'étais allée vers mon père pour lui dire, papa, il faut que j'achète des chaussures parce que je vais à la marche la semaine prochaine, elle l'aurait grave mal pris. En mode, mais moi, je suis là, en fait, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi accepter cette vision des choses. Il faut juste ôter le forcing. Moi, c'est juste ça, en fait. Dans le féminisme, c'est juste de forcer l'autre à faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire et ne pas l'écouter. Mais si la parole de l'autre, c'est de dire, moi, je suis OK avec ça. Tout à l'heure, tu disais le droit de vote aux femmes. Certaines femmes disaient, mais moi, même si je vote, je ne saurais pas trop quoi voter. Mais c'est hyper violent de passer d'un statut où tu ne sais même pas ce qui se passe dans la société parce que tu ne lis pas le journal, c'est ton mari qui le lit. Tu ne vas pas au café du coin parce que c'est réservé aux hommes. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe dans la société qui t'entoure, et on te demande de voter tout d'un coup. Mais je vote quoi? À quel sujet, en fait? Je peux te voter si il faut utiliser cette lessive ou cette lessive, parce que ça, je connais. Mais utiliser si je dois voter pour ce président ou pour cet arrêté ou pour ci ou pour ça, mais enfin, tu vois, c'est comme si on disait, tu dois pas faire de mécanique toute ta vie. OK, maintenant, tu dois choisir quel moteur tu dois mettre sur une voiture. Mais attends, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas demander non plus un changement radical, mais... Alors, moi, c'est plus dans la pensée. Hein. Le radical, il doit être fait, à mon avis, dans la pensée. Parce que finalement, si cette femme, elle se plaît dans son rôle, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle contrôle. Tu vois, c'est quelque chose qu'on lui a dit, ça, c'est ta place. Et du coup, elle s'est construite autour de cette place. Donc, c'est rassurant pour elle. Ce qu'on vient bousculer aujourd'hui, c'est la conscience. Plus que les actes. Après, chacun, bien sûr, fait ce qu'il veut. Mais
c'est là où moi je suis pas entièrement d'accord. C'est-à-dire que bien sûr les gens font ce qu'ils veulent, mais ces femmes qui pensent ne pas être à leur place dans les années 90 par Ne rapport pas être au vote, légitime, tu dis? elles pensent elles pensent ne pas être légitimes parce qu'on leur a inculqué le fait qu'elles ne l'étaient pas. Ça, c'est grave, oui, Tu effectivement. vois. Et elles sont légitimes pour tout ce qui est de la maison parce qu'on les a légitimées pour ça. Parce qu'on leur a laissé. On leur a laissé. Ben, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, oui, bien sûr. Moi, en tant qu'homme, en tant que ton Je mari, t'autorise à- je t'autorise à Mhm. t'occuper de ça. Ah Par ouais. contre, avoir un compte bancaire, ça, Ouais. c'est pas nécessaire. Enfin, tu vois, si moi je gère l'argent, Oui, bien sûr. tu vois, c'est plus dans ce sens-là où de dire, bah, prenons le problème à la racine et laissons les gens s'exprimer. Et c'est là où ça devient très compliqué parce que du coup, les gens n'ont pas appris à s'exprimer et à exprimer leur propre opinion. Mhm. C'est toujours, tout est une question de construction sociale. Hein. Et moi, c'est là où je me dis, bah, peut-être que cette déconstruction de ma construction, elle me fait mal à plusieurs degrés. Et je me dis, est-ce que ce serait pas plus facile des fois de mettre un voile sur tout ça? Bien sûr. Évidemment, je reviens très vite à la raison. Et la réponse est non. Hein. Mais je pense que tu as choisi d'enlever ce voile et de mettre en lumière tout ce qui se passe et pas te voiler la face. Et certaines femmes prennent la décision de continuer comme elles ont toujours... Oui, tu vois. bien sûr. Donc, c'est ce que tu disais. Donc, je pense que c'est souvent... si tu as la force et les épaules de soutenir ce combat-là, C'est ça. girl power, C'est go, comme on y disait va. Alice, c'est fatigant. C'est ça, mais si déjà tout te fatigue, que Ouais. tu dis attends, je vais encore mener le combat d'autres femmes, déjà moi c'est compliqué les gars. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes de référence que j'admire parce qu'elles portent vraiment la parole de je vais pas dire la parole des femmes, la parole de beaucoup de femmes. Et heureusement qu'elles sont là pour être entendues. Mais je pense qu'il y en a certaines qui préfèrent ne pas savoir parce qu'effectivement c'est fatigant, comme tu le dis, parce que c'est au quotidien. En fait, si tu veux vraiment... Tu commences, tu te réveilles le matin jusqu'à ton coucher, pour autant que tu aies une journée de travail, sortie, tu fais les courses, je sais pas trop quoi, tu t'assois et tu notes toutes les absurdités que tu as pu entendre, voir, et franchement, tu es là... Really? Et demain, ça va recommencer. C'est vrai que c'est fatigant, ouais. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on dit, alors c'est horrible à dire, mais c'est pas pour rien qu'on dit un imbécile heureux. Ah oui, Ouais. oui. Ouais, Ah, mais c'est tout à fait clairement. ça. En fait, un con, il sait pas qu'il est con. Ouais. Et du coup, la vie, elle est cool pour lui. C'est vrai, la vie, elle est cool. Je viens quand même de remarquer que tu l'as dit au masculin, celle-là. Ouais, c'est vrai. Un con, une conne. Bon, un con qui veut pas dire con. Bah, Mais ça, merci beaucoup. En tout cas, pour cette petite analyse, c'est top et merci. Il y a une autre perspective dans le livre qu'elle aborde et qui m'a pas mal percutée. C'est la notion de se faire petite. Si je vous dis se faire petite par rapport à un homme, est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Hein. Vas-y. Déjà, le cliché que la femme doit toujours être plus petite Exact. que son copain, que ça gêne en fait, que c'est pas normal. Enfin ouais, mais ça c'est vraiment de nouveau des clichés, des idées reçues qu'on a eues quand on était plus jeune. Et puis là c'est peut-être un peu plus dur, mais c'est le fait que l'homme il part fort et puis s'il est pas content, il va. Enfin il y a ce côté, oui Il prend de la place. il prend de la place et Ouais. toi tu dois te faire toute petite, fermer tes. Mais je pense que plus qu'un cliché, c'est presque C'est devenu une physiologique. norme. Mhm. C'est presque devenu une norme. La femme doit être plus petite que l'homme pour que le couple soit socialement accepté et acceptable dans la société. Il y a encore ce truc de, enfin c'est bête, hein, mais je sais que moi parfois j'ai ce truc de me dire, fais chier, je vais pas pouvoir mettre de talons avec. Ouais. Putain, Ouais. si j'ai envie de mettre des talons, je mets des talons. Bien sûr. Mais parce qu'on a ce truc de dire je suis avec un homme, et quand on dit homme, ça fait tout de suite protecteur, Oui. ça fait enveloppant, ça fait, tu vois. Et du coup, qu'il soit plus petit que toi, tout ce truc que tu t'es construit autour du mythe de s'il m'arrive quelque chose, mon homme, il est là. Et ben là, physiquement, tu te rends moins compte de ça. C'est moins flagrant. Je pense que c'est ça, en fait. C'est le truc de l'homme, il est là pour protéger sa femme. Tu vois, genre. Ah oui, c'est vrai que tu entendras pense que c'est rarement ça. dire une femme, je suis là pour protéger mon homme. Tu vois Ouais. ce que je Ah veux bah dire moi je le dis souvent. Hein. Des fois, je te dis, mon copain, il rigole parce que des fois, il me dit ah, mais je te jure, mon collègue, il m'a saoulé. Puis j'étais là, non, mais tu connais mon numéro de téléphone. S'il faut intervenir, tu m'appelles. Hein, oublie pas. Je te jure que je viens de Renan. 10-20 te représente. Calme-toi. Non, mais c'est vrai que on est à une station, il se passe un truc, c'est moi qui vais m'embrouiller.
De sûr. Non, mais C'est un peu sans chaud. je connais. Du coup, je connais pas trop ce truc de l'homme doit me protéger. Je me sens protégée avec lui, mais comme je pense que lui se sent protégé aussi. Mais c'est vrai, t'as raison. J'avais jamais interprété ce truc de se faire petite, que ce serait vraiment de l'aspect physique. Parce que le petite, moi, je le pensais plutôt à te faire petite, genre tais-toi, tu vois. Ouais. Mais petite, ça va dans les deux loin. sens. Ouais. Ça va dans les deux sens. Même dans plusieurs. Niveau professionnel ou social aussi. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a vraiment, c'est vraiment une construction sociale du corps de la femme de se faire petite, de se faire fluette, c'est-à-dire vraiment à côté d'un homme, tu prends pas trop de place, tu lui laisses l'espace, tu lui laisses la parole, tu lui laisses l'importance, le lead, la guidance, par exemple. Je sais pas, tu as un repas de famille. Sauf dans notre famille peut-être où on est plus de femmes et du coup on caquette beaucoup plus fort mais c'est vrai que la plupart du temps on a vraiment cet effacement des femmes à côté de leurs hommes et la preuve en est c'est que on a vraiment intériorisé le fait au fil des années qu'une femme doit être plus petite qu'un homme parce que sinon le couple il est pas beau. Oui, il fait pas beau, il fait tâche quoi. Ouais. Mais ouais, même si tu vas aller à l'encontre de tout ça, je vais te dire un truc. Une fois, j'ai fait un rendez-vous Tinder avec un gars. Et je te jure, donc on a conversé. Tu vois, sur les photos Tinder, tu te rends pas compte parce qu'il était seul ou avec son chien, ou un truc classique. Bref, on s'était donné rendez-vous. J'espère qu'il écoute pas. Moi, je pense qu'il a dû m'oublier depuis le temps. on s'était donné rendez-vous à un parking. Je m'en souviens, à Vevey. Et il est sorti de sa voiture. Puis j'étais là, genre. Mais il manque un bout. Non, mais c'était horrible. Et je me suis entendue dire ça et je me suis détestée. Parce que je me suis dit, non mais meuf, tu crois que t'es pas Kate Moss, hein, faut te remettre, tu vois. Et j'étais là, genre, le gars, il a même pas encore dit bonjour, que j'ai déjà jugé. Et ça m'a dérangée. Sincèrement, ça m'a dérangée. Tout le long du rendez-vous, je savais que la finalité, c'était que lui et moi, ça allait rien donner. Ça allait rien donner. Bon, après, pour d'autres trucs, parce qu'en réalité, ça matchait pas. Mais c'était sûr. Mais mis à part le fait que tu donnes rendez-vous à des Tinder sur un parking, c'est déjà très chelou. Ouais. Au marché de Noël de Vevey, je précise. Parce que c'est toujours dans des lieux publics. Ça rend l'histoire un peu plus glamour. 3 rendez-vous. C'était au marché de Noël de Vevey. Du coup, on s'était parqué sur la place à navigation, machin, là, parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai le flippé. Mais je constate quand même, parce que pour être honnête de temps en temps sur Tinder, j'ai jamais vu une femme qui mettait sa taille dans sa bio, alors que les mecs, ils s'en vantent. Hein. Ils ont besoin de nous rassurer en disant... et généralement, s'ils ne le mettent pas, c'est qu'ils sont en dessous d'1m70. C'est une grosse moyenne. Mais je vais te dire un truc. Après, j'ai relu les conversations et je me suis rendu compte qu'au tout début des conversations, il m'a souvent demandé combien je mesurais. Tu sais. Puis moi, comme et toi, t'as pas tilté non, parce que je crois que c'était... Ça faisait genre 2 semaines que j'étais sur Tinder. Parce que j'ai pas été très longtemps sur Tinder. Puis du coup, je me suis dit... C'est un peu à l'époque de Caramel. Femme, elle a passé le caramel à Tinder, donc. Hein. Et du coup, c'était ça, un truc genre normal, parce que la photo, elle est pas très, elle relate pas vraiment la réalité, parce qu'encore une fois, tu peux être à côté de n'importe quoi, puis du coup, t'arrives pas vraiment à imager. Et du coup, je me suis dit, le gars, il pose la question comme ça. Mais c'est vrai que, genre, 2-3 fois, il m'avait posé la question, puis j'étais là, tu sais, comme je lui répondais tous les 15 jours, j'ai pas fait gaffe. Mais après, je me suis dit, mais je pense que même lui doit être un peu complexé. Et je dois pas être la seule à lui avoir mis un vent. De par sa taille, voilà quoi. Pas ce que t'imagines d'un homme, 1m80 ou même plus. Tu vois, c'est logique que ce soit parmi leurs complexes aussi, vu qu'on on en a fait une. Ah oui, bien sûr, on a fait une norme, du coup, je pense que ça fait partie des choses qui doivent subir. Ouais. Et puis, moi, je connais plein de copines qui me disent, non, mais en dessous d'1m85, c'est niette. Ah, ils ont carrément un... Ah ouais. Parce que par rapport à leur taille, ils 10 cm de plus, je sais pas quoi. Ouais. Sandra, toi qui es une femme relativement grande, si, quand même. J'arrive pas à 1m70. Hein. Sérieux ? Ouais. Je t'ai toujours vue tellement grande. C'est ma grande sœur, les gars. Hein. Non, j'arrive pas à 1m70 encore. C'est vrai ? Moi, j'étais sûre que t'étais genre dans un 1m77. Avec les talons, c'est possible. Mais en bottes ou en basket, je suis pas si grande. C'est vrai ? Hein. Oh là, je viens de briser un mythe. Non, quand je vois mon fils 1m86, c'est déjà trop grand pour moi. J'espère que je rigole. 1m86 Ah ouais, c'est grand, 1m86. Ça fait grand pour moi. Relativement grand, ouais.
Et du coup, toi, t'as déjà eu cette nuance par rapport aux hommes plus petits que toi, enfin quelque chose qui a pu te déranger dans le passé. Visuellement, comme ça, non. Après, c'est clair que pratiquement, c'est pas forcément. S'il y a beaucoup de différences de taille, c'est pas forcément très sympathique. Mais que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ça n'a pas une connotation plus. Sympathique pour celui qui est grand ou pour celui qui est petite? Je pense que c'est gênant autant pour l'un que pour l'autre parce que c'est pas très pratique en fait d'avoir un bras qui est plus long que sa jambe par exemple. Ouais, d'autres problèmes. Voilà. Et sur un point de vue esthétique? Sur un point de vue esthétique, je sais pas, moi je suis peut-être un peu déconnectée de certaines normes, un petit peu en général, pas que vis-à-vis des hommes ou des femmes. Je pense que du moment où il y a une bonne connexion et puis qu'il y a une attirance, qu'il y a des émotions, ça ne devrait pas influer plus que ça. Mais bon, il paraît que l'amour, ça dure 3 ans. En 3 ans, tu as le temps de t'opérer, de faire grandir, faire des étirements. Non, mais tu sais, je me fais la réflexion, mais quand je sais pas, tu dates un gars, puis tes copines, elles te disent, mais il est comment? Tu commences pas par dire toujours il est grand et beau. Tu fais une taille Polly Pocket. C'est vrai, c'est vraiment le premier truc que tu dis, genre il est grand, beau, brun, ou il est grand, blond. Je trouve que tu commences toujours par les caractéristiques physiques. Ouais, non, mais par le grand, c'est par la taille. Ah ouais, un homme, c'est genre grand, elle est belle, les yeux fine, de telle couleur. Ouais, et tu commences toujours par la taille. Donc finalement, c'est enfin, vraiment ça dépend important. quelle taille, parce que enfin ça dépend. Au premier rendez-vous, tu vois rarement plus que la taille. Au premier pardon, mais des fois on peut. Non, pardon. Au premier rendez-vous, à la première seconde. Voilà. Mais quand ta copine elle te pose nudiste. la question, le rendez-vous c'est terminé et on ne sait pas si on a gardé les fringues ou pas. Donc à quelque part, on peut toujours parler de taille. C'est vrai. Et de taille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a plusieurs tailles possibles, j'avoue. Alors moi, je te disais, il est grand, c'est pas rapport à sa taille, mais il mesure, tu vois, des orteils aux cheveux. Voilà. Je préfère préciser, c'est vrai. Sinon, c'est d'autres discussions. Et dans le caractère, vous avez senti ce besoin, à un moment donné ou à un autre, de vous faire petite par rapport à un homme? Par rapport à la société en général, oui. Ouais. Plus que par rapport à un homme seulement. Mm-hmm. Déjà, rien que le fait d'être enfant, fille, de devoir être toujours un petit peu plus en discrétion dans les parcs, pas faire de scandale, pas être un garçon manqué, pas courir dans la boue, etc. Enfin, c'est des détails déjà qui te conditionnent à te faire plus discrète, plus petite, plus sage. Après, il y a les caractères aussi, hein. Mais je pense que ça influe. Toi, déjà, étant petite, tu avais cette perspective de contrainte, j'ai l'impression, assez marquée. Tu avais vraiment un esprit de rébellion par rapport à ces contraintes. Enfin, en tout cas, ma sœur a 12 ans de plus que moi, donc forcément, j'ai pas été là quand elle était petite, mais j'ai des échos. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais du coup, j'ai un peu cette impression que tu avais cette rébellion en toi de percevoir ces normes et de pas être contente de devoir les subir. Enfin, dis-moi si je me trompe. Oui, mais c'était très interne. Hein. J'étais très, très en lutte, à quelque part, avec moi-même pour les combattre. Comme par exemple ma voix. J'ai dû me battre pour me faire entendre, déjà pour faire sortir ma voix correctement. Mais je pense surtout pour cette sensation-là de devoir me faire petite, devoir me faire discrète, devoir pas être spontanée, pas dire ce que tu penses spontanément parce que t'es une fille déjà. Et si en plus t'es une enfant, à l'école t'as pas le droit, dans la rue tu te fais discrète, à la maison tu te fais discrète. Et si en plus c'est une éducation justement avec le patriarcat, de toute façon, tout ce que t'as rien à dire, c'est des conneries. T'es une enfant, t'es une fille, t'as encore rien compris. Et puis, si on te dit tais-toi, c'est ce que tu dois prendre pour acquis. T'as rien à dire. Mm-hmm. Donc oui, c'est très présent. En tout cas, chez moi, j'ai dû me battre pour éviter que ça m'empêche de m'exprimer. Mais même comme ça, pour m'exprimer, je dois choisir tes mots. Pas seulement les mots, mais aussi le contexte, le lieu avec qui. Parce que pour pas être entendue
il y a beaucoup d'efforts qui peut être fait derrière. Pour pas être entendu, ça vaut pas la peine. Et donc, il y a des gens avec qui je prends le temps de faire l'effort et d'autres avec qui je le prends plus. On te remercie du coup de prendre le temps Merci à vous de m'entendre. Ouais, c'est vrai, ça m'interpelle quand tu dis déjà dans les parcs de jeux. Parce que moi, du coup, j'ai une petite fille et un petit garçon. Et quand je dis mais mon petit garçon, il est beaucoup plus vigousse, parce que moi, je pars du principe, c'est parce que c'est son caractère. Point barre. Enfin, moi, je dissocie aucun. Enfin, je dis, c'est pas mes enfants, puis ils vont pas encore en garderie ou comme ça, donc tu peux même pas dire ils voient d'autres enfants. Donc c'est vraiment de l'éducation pour l'instant. On les nourrit, nous, on va dire, d'éducation et de tout ça. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent mais c'est normal, c'est un petit garçon. Puis je dis ma fille, elle a toujours été un peu plus tranquille. Non, mais c'est normal, c'est une fille. Non, moi je pense que c'est vraiment une question de caractère. C'est juste parce que son caractère à lui est comme ça. Et parce que c'est le deuxième et que du coup, il faut qu'il marque, tu vois, qu'il fasse un peu plus sa place. Je pense que c'est plus ça que le fait de le caser parce que c'est un garçon. Et du coup, tout ce qu'il peut faire, ça va être parce que c'est un garçon. Non, c'est peut-être parce que à ce moment-là de sa vie, il a envie d'être comme ça. Et puis plus tard, s'il se calme, c'est aussi OK. Parce que si maintenant, moi, je le mets dans une case en disant « OK, t'es un peu agité », il n'est pas agité, mais pour dire t'es un peu plus, voilà... extraverti, on va dire, que ta sœur, c'est parce que tu as un garçon, lui, il va assimiler plus tard qu'il continue à être comme ça, même s'il le veut pas, parce qu'on l'a mis dans cette case-là. Donc, c'est même nous, en tant que parents, de décaser les enfants, c'est vrai, parce que tout de suite, on dit « Ah, mais c'est parce que c'est ta fille, elle est comme ça, mais c'est parce que ton garçon, il est comme ça. » Moi, je pense que c'est juste une question de caractère, vraiment, et ce serait hyper dommage qu'on identifie son caractère de par son sexe, quoi. Ouais, alors, surtout que ça se fait quand même. Hein. Bien sûr, mais tes enfants, ont quel âge ? 4 et 2 ans. Ouais, c'est tôt quand même. Ouais, j'entends déjà beaucoup. Ouais. Mais eux aussi, tous les jours. C'est ça. Eux, ouais. Même si toi, tu fais attention et que le papa fait attention et que la norme sociale est un petit peu mieux qu'il y a 30 ans en arrière ou qu'il y a 40 ans en arrière, il y a quand même un environnement qui fait que on s'imprègne. Alors oui, il y a le caractère à la base, oui, il y a beaucoup d'influence à la maison, à l'école, etc. Mais il y a quand même, si tu leur poses la question demain à tous les deux, est-ce que tu te sens un peu plus garçon parce que tu fais des trucs différents de ta sœur, par exemple, ou vice-versa Et je pense qu'il y aura quand même une part de oui, quelque part, chez les deux. Ouais, non, c'est sûr. Rien que par la télévision. Oui, bien sûr. Il suffit, il n'y a pas besoin qu'ils aillent en crèche ou à l'école. Les jouets. Exactement. Les filles, on leur propose un panel de jeux, bon, peut-être un petit peu moins maintenant, mais on leur propose quand même un panel de jeux qui sont très genrés, hein, genre les princesses, elles font pas les action man, tu vois, on fait pas des action man princesses. Du coup, on intériorise, quand même le fait que une fille qui va jouer avec des jouets de filles sont pour la plupart plus calmes que des garçons qui ont le droit de prendre des voitures, de scratcher, de jouer à la bagarre et des choses comme ça. Et puis même des fois sans s'en rendre compte, mais non mais c'est pas grave, c'est un garçon. Ou bien non mais t'es une fille, pourquoi tu cries comme ça? Ah ouais, non mais faut pas que je l'entende. Ah ouais. Moi, on m'a fait souvent ce genre de réflexion. J'ai un grand frère de 3 ans, lui est vachement plus introverti que moi. Ouais. Moi, j'ai toujours été à parler bien fort et à prendre de la place. Ouais. Et en fait, ma grand-mère, c'était tout le temps « Bon, tu vas être mignonne cette fois-ci ». Ah ouais, ok. Ah ouais. Après, t'es gentil. Oui. Il faut faire super attention, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça m'interpelle parce que malgré qu'ils soient vraiment les deux au cocon de la famille, pour l'instant, et très peu en contact, on va dire, ils ont des activités extérieures ou comme ça, mais très peu, on va dire, c'est toujours avec les cousins, cousines, etc. Ma fille, elle me sort quand même viens maman, on va faire un jeu de filles, toi et moi. Et je la reprends tout le temps en lui disant mais c'est quoi un jeu de filles? Puis elle me dit ah mais tu vois c'est les princesses et tout. Puis j'ai dit mais du coup pourquoi tu dis que c'est un jeu de filles? Puis elle me dit ah, parce que c'est rose. Puis je dis ouais mais peut-être que ton frère il aime bien aussi le rose, on va lui demander. Et du coup je veux pas la brusquer en disant non tu veux pas dire ça parce qu'elle va pas comprendre pourquoi. Mais je lui dis mais tu vois ton frère il joue, donc ça veut dire que les garçons peuvent aussi jouer, ça fait, y a pas de différence. Et tu dois plus combattre dans ce sens que dans l'autre en fait. C'est assez flagrant, mais c'est comme tu dis je pense dessin animé.
choisir un jeu. T'as ma fille, là, elle est ce week-end avec sa tante Disney sur glace, les princesses, elle adore les princesses, tu vois. Mon fils aussi, parce que je suis tout ce qu'il fait sa sœur, de toute façon. Et du coup, il se pose pas la question, et c'est trop chou. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont tout de suite... ils rentrent direct dans une case malgré ce que toi t'essaies malgré toi, malgré ton éducation, ouais. c'est ça en fait. C'est vraiment l'inconscient collectif qui prend une place énorme et qui est très très violent. Je trouve que et puis finalement, à quelque part, j'ai envie de dire c'est presque mieux parce que si tu les maintiens dans un cadre totalement hermétique à la société, au moment où j'ai l'impression qu'ils vont se confronter à la réalité, ça va être encore 2 fois plus violent. Tu vois, c'est vraiment le revers. Ça passe pas du tout comme j'imaginais ou comme je le pensais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, je vais pas non plus demander à ma fille de mener un combat de elle et toutes ses copines d'école. Si ses copines d'école, elles veulent avoir que du rose et jouer avec des princesses, puis elle adore Batman, qu'elle a des trucs Batman, c'est son problème. Je vais vraiment essayer de lui inculquer la tolérance, tu vois. Si les autres filles, elles ont envie d'être en rose et puis avoir des paillettes et puis aimer les princesses et qu'elles n'aiment pas ton pull Batman, c'est pas qu'elles sont dans le faux, c'est juste qu'elles sont dans le faux parce qu'elles t'acceptent pas. Tu vois, c'est juste une question d'acceptation. Je pense du moment où tu acceptes l'autre, qui sont en rose, bleu, violet, turquoise, ils s'en foutent un peu, tu vois. Et je pense que quand ils sont petits, tu peux pas non plus les marteler trop avec des trucs de patriarcat et tout, parce qu'on va capter. Nous, on les capte juste à peine maintenant, donc on va pas trop leur demander, mais c'est plus dans une question d'éducation et à l'extérieur, acceptation, tu vois. Et je pense que c'est que comme ça que tu peux vraiment déconstruire gentiment un truc qui est bien, bien ancré, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous auriez tendance à plus protéger les filles en général, que ce soit vos amis, vos sœurs, vos enfants, nièces, amis, etc., que les hommes, de manière générale, c'est-à-dire que... Dans quel sens ? Dans le sens, vraiment l'instinct de protection. Après, bon, toi, tu as 2 fils, mais en règle générale, c'est-à-dire vraiment cet instinct de protection, pas forcément maternelle, mais en tout cas de protection... Honnêtement, c'est pas tant que j'ai pas envie de le faire, c'est juste qu'à vu la société comment elle est, on peut pas nier que on reste quand même plus la cible, les proies faciles. Bien sûr, on est plus vulnérable à ce niveau-là. Donc oui, parce que il faut quand même rester cohérent et que déjà je pense qu'il y a moins d'hommes qui mettent des jupes, mais c'est bête, mais de sentir le regard peser sur soi parce qu'on passe devant quelqu'un. Et c'est vrai que moi de mon côté, je m'amuse pas à chaque fois à me retourner en disant ça va, tu veux ma photo. Et voilà, mais c'est vrai que tu le sens quand même. Et donc oui, il y a quand même ce truc. Là, j'ai pas mal d'amis qui sont enceintes. Je suis presque contente pour elles que ce soit des garçons parce que effectivement, ça reste encore compliqué en fait d'être une femme à l'heure actuelle. Donc oui. Moi, je pense que c'est plus une question. Je crois que la crainte, elle est dosée. Pareil, fille, garçon, amis. Ma fille, mon fils ou comme ça. C'est juste le genre de crainte qui est différent. Pour ma fille, j'ai des craintes où c'est plus une atteinte à son physique, tu vois, d'un point de vue d'ordre sexuel, purement sexuel. Et mon fils, c'est plus physique, mais d'un point de vue genre bagarre, tu vois, genre bagarre ou qu'on va le braquer ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je crois que si on met la jauge, elle serait identique pour les deux. Parce que même quand on sortait avec les potes, j'ai toujours eu un instinct un peu maternel comme ça avec mes proches. Et j'ai toujours dosé pareil. Que ce soit un pote, quand tu m'écris, quand tu rentres, tu m'écris. Mais une amie, ça va être pareil. Mais les craintes, elles vont être différentes. Parce que mon amie, j'ai peur que dans le haut de son entrée, elle se fasse violer, en gros. Et mon pote, j'ai peur qu'en rentrant en bas de chez lui, il se fasse braquer, tu vois. C'est des craintes différentes, mais elles sont toujours quand même bien présentes. Après, je suis une personne très bileuse de manière générale. Malheureusement, j'essaie de travailler, c'est compliqué avec tout ce qu'on voit. Mais ouais, je pense pas faire une différence. Toi, tu fais une différence de crainte, genre tes amis hommes, femmes, t'as plus peur pour tes amis femmes? Oui. Ouais. Oui. J'ai plus peur pour mes sœurs que je peux avoir peur pour mon frère. Okay. J'ai plus peur pour ma mère que je peux avoir peur pour mon père. Et c'est pas une question de caractère, c'est vraiment le sexe. C'est parce que c'est une femme que ça te... Alors,
peut-être que c'est une histoire de caractère, mais le caractère, après, moi, j'y crois pas. Enfin, pour moi, c'est encore une fois, c'est une construction sociale. Oui, Il y a de l'inné, bien sûr, pour des traits très marqués, mais après, pour le reste, pour moi, c'est vraiment de l'acquis. Et c'est parce qu'on a grandi dans un tel ou tel environnement qu'on s'est construit de telle ou telle façon. Et bon, après, moi, je suis un peu mal placée. Moi, j'ai une fille, donc forcément, ça génère des peurs qui sont autres que si j'avais peut-être un petit garçon. Mais peut-être j'essaie de me mettre à la place d'une maman qui a un garçon et j'aurais peur que ce soit lui, le tyran. Mhm. Mais j'ai peur aussi que ma fille soit... Et j'ai peur aussi des fois que ma fille soit le tyran. Ouais. Parce que je vois qu'elle a des fois des comportements un peu agressifs. Et je suis là, ok, j'ai pas... Mais t'es pas un peu fière? T'es pas un peu contente pour elle quand elle a un caractère un peu... Parce que moi, vraiment, c'est comme je disais, il n'y a pas très longtemps, je disais à mon copain, j'ai toujours élevé ma fille pour qu'elle ait un caractère fort. Mais j'ai moins mis l'accent sur mon fils. Et puis quand, en fait, elle a un caractère genre qui ressort bien, je dis à mon copain, j'ai peut-être dosé un peu trop, tu vois. Parce qu'elle est là, non, pour tout ce que tu lui dis, t'es là, non, mais là, c'était pas non, en fait, c'est pas une question. Mais d'un côté... Après, quand je repense à ce qu'elle a fait, je me dis, ah ouais, cool. Elle dit ce qu'elle pense. Et ça, c'est vachement cool. Parce que moi, petite, je disais pas ce que je pensais, tu vois. Je me dis, rien que ça, c'est déjà un check. T'es sur ma liste de... mais alors, ça m'interpelle ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas l'impression de doser le caractère pour ma fille. En fait, moi, j'éduque ma fille avec Enfin, j'essaye d'éduquer ma fille, on va dire ça plutôt comme ça, de façon à qu'elle s'exprime au mieux d'elle-même. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, elle pompe énormément chez moi et je me retrouve beaucoup en elle. Mais j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. J'ai l'impression que ma fille m'éduque plus que ce que je l'éduque. Tu vois le truc? Ouais. J'ai l'impression que je lui donne des bases en mode... Attends, il y a une phrase que j'avais sortie, c'était qu'elle avait appris à marcher pour me montrer le chemin. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est vrai. C'est-à-dire que je lui file des bases. En fait, je lui molletonne un petit peu le ring. Mais après, elle fait ce qu'elle veut. Et du coup, c'est un peu... Enfin, cette perception de dire, voilà, je modèle ou je jauge un peu par rapport à son caractère. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai pas tellement j'arrive pas à tirer les ficelles. Ouais. Moi, après, je pense que ça dépend des caractères de l'enfant aussi. Hein. Une fille n'en vaut pas une autre pas du tout. Dans le 100%. Clairement. Moi, j'ai toujours vu ma fille, déjà petite, être un peu à observer, ne pas dire ce qu'elle pensait. Et je me suis vue en elle et je me suis dit ça, no way, tu vas dire ce que tu penses. Là, maintenant, tu dis... parce que là, on est en train de te dire, genre, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais toi, t'en penses quoi? Parce que d'ailleurs, je lui dis toujours, mais t'es d'accord avec ce que je te dis? C'est pas bien ce que t'as fait, t'es d'accord? Ou t'es pas d'accord? Dis-le, tu vois. Et je lui apprends le oui, c'est oui, non, c'est non. Tout le temps, je lui dis. D'ailleurs, même mon fils, oui, c'est oui, non, c'est non, parce que exprime-toi. Même si c'est un oui, bah, t'as déjà donné ton avis. Même si, juste dis non, t'as pas besoin de débattre pendant 15 ans, peut-être pas une débattre pour tout et pour rien, surtout à leur âge. Mais je disais plus ça, dans le sens de je jauge plus par rapport à quoi qu'il arrive, donne ton avis. Tu vois, ça, je mets vraiment un point d'honneur parce qu'il faut être entendu si tu veux qu'on te comprenne. Sinon, sans ça, c'est compliqué. Et pourtant, là, la société, elle te renvoie quand même dans l'homme est beau quand il est puissant et la femme est belle quand elle est faible. Tu vois des pubs à la télévision, les femmes qu'on représente à la télé, dans les pubs, les journaux, c'est des femmes déjà qui sont fines, timorées, qui sont élancées, elles sont timorées, elles ont vraiment cet aspect fluet, très gracieux, très douce, très très fragile. Volubile, fragile, faible, vraiment faible. Mais non, l'homme, il est puissant, il est musclé, il est dessiné, il est viril. Limite, il pue. On peut sentir à la télé, il pue, tu vois, il pue sa masculinité. C'est vrai, t'as raison. De moins en moins. Ça commence gentiment quand même à changer, hein, parce que les femmes au pouvoir, les femmes de caractère, etc., t'en vois déjà un petit peu plus, genre dans les séries, directrices. Mais elles auront toujours un aspect physique qui rentre dans les cases. Tu verras rarement une de ces femmes faire du bodybuilding, tu vois, d'avoir un aspect physique fort, puissant, qui soit associé, disons, à la puissance physique. Ouais. Ou alors elle n'est pas hétéro.
Oui, c'est vrai. Ou dans alors, le- elle n'est pas hétéro. Dans l'image. Mhm. Il y a un personnage, et je crois qu'elle le cite dans le livre, qui va au-delà de ses normes, c'est dans Game of Thrones. Comment elle s'appelle, la blonde très très grande qui finit avec Jamie La reine. Non, c'est une... punaise. Oui, Ah voilà. oui, la chevalière. La chevalière, il finit par l'adouber, voilà, ouais, Oui, exactement. oui. Et ben elle va totalement casser tous ses codes parce que c'est une femme déjà d'une taille anormalement grande, qui est très forte, donc elle représente vraiment une puissance physique, une carrure très très masculine pour autant qu'on puisse le dire, et elle est hétérosexuelle puisqu'elle finit avec Jamie. Je crois que c'est Jamie. J'ai jamais regardé. Oh my god. On va pas partir dans le jugement. Pour les puristes de Game of Thrones, on est totalement désolé d'avoir I'm écorché sorry. et les noms et l'histoire et le... Ok, bah alors on arrive gentiment sur la fin de l'émission. Et puis pour ça, j'aimerais clôturer avec un autre point que Mona Chollet cite dans son ouvrage. C'est les hommes des vrais. Et comment souvent c'est perçu dans la société qu'on peut faire du mal par amour. Est-ce que c'est une notion familière? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu... Alice? Moi, je vais la faire très brièvement, mais j'ai eu une relation qui s'est très très mal finie et c'était pas que moral, physique aussi. Et donc ça me touche directement parce que oui, non, ça c'est pas acceptable en fait. J'en perds un peu les mots. Ok, bah, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails hein, si tu veux pas, mais juste dans les grandes lignes. Bah, je pense que c'est quelqu'un qui a été aussi éduqué avec vraiment beaucoup de clichés, famille militaire, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, à pouvoir critiquer sa propre mère ouvertement et avec des mots très forts. Et c'est vrai que je pense qu'une fois que, comme on en parlait tout à l'heure, l'éducation a fait énormément. Et puis moi par amour, j'ai fermé les yeux une fois, deux fois, trois fois. Et puis voilà, et puis en fait il y a un moment où non, c'est pas ok en fait, et d'où mon combat acharné. Mais comme je disais justement, j'ai une maman qui est psy, sexologue, qui est hyper féministe. Moi j'ai été éduquée complètement à l'inverse. C'était mon papa qui m'emmenait à cours de danse, qui nous faisait à manger, et ma mère qui travaillait. Donc c'est vrai qu'elle a pas compris comment je me suis retrouvée dans une telle situation. Et même moi en fait à un moment j'ai pas osé en parler parce qu'en fait j'étais gênée alors que je suis totalement conscient de ce qui se passait, de pas avoir pris, il en a plutôt. Et c'est vrai que du coup maintenant il y a plein de trucs qui me tiquent en me disant mais on peut pas dire ce genre de choses, on peut pas faire ça. Et donc je comprends qu'on puisse par amour accepter des choses, mais en fait au final c'est pas se donner, c'est pas, j'aime pas ce terme, mais c'est pas la bonne façon de faire parce que c'est pas comme ça que l'amour doit se faire. Et à l'inverse, il y a aussi le côté les hommes ou des femmes, mais en l'occurrence beaucoup d'hommes qui se permettent de faire du mal aux femmes en prétextant que c'est par amour. Ah oui, oui. Si tu me quittes, je vais me tuer. Déjà, alors voilà, il y a tout l'aspect psychologique de l'emprise, la jalousie, la possessivité, la culpabilisation, et après ça peut aller vraiment plus loin, les coups, l'humiliation. Ça peut aller loin. Tu vois ce que tu m'as fait faire, en fait. C'est cette phrase, je la trouve horrible. Tu vois ce que tu m'as fait faire, et t'es là, putain, c'est à cause de toi que je suis comme ça. T'es majeur et vacciné, tu prends tes responsabilités. C'est pas moi qui t'ai fait faire ça, en fait. Mais quand t'es dedans, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est très compliqué. Ouais, j'ai vécu ça dans ma toute première relation. Donc, c'était ma première relation amoureuse, sexuelle. Enfin, j'entrais dans le monde de la relation hétérosexuelle à 16 ans. Eh ben, c'était pas du gâteau. Hein. Je pense que là, j'ai touché le gros lot. Et vraiment, j'ai été avec un homme violent pendant 3 ans. Violence psychologique, violence physique. C'est allé très, 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 très loin. Et pourtant, moi, j'ai grandi avec un beau-père violent. Ma mère a été mariée avec un homme qui est devenu alcoolique.
et qui était violent. Et je me suis toujours promise de ne jamais laisser un homme me traiter de la sorte. Et en fait, ça a été genre, je sors de la visualisation du rapport toxique que ma mère avait avec son ex-mari pour me mettre avec un homme dans une relation totalement toxique. Et je tiltais pas, en fait. Je savais que c'était pas vraiment la relation idéale, mais c'était impossible pour moi de sortir. Il m'a fallu 3 longues années pour sortir de cette relation. Parce qu'après, tu rentres aussi dans un schéma de mimétisme aussi. Oui. Que tu le veuilles ou non. Bien sûr. Je crois que t'es beaucoup plus sujet et sujette à vivre ce genre de relation si tu l'as vu. Parce que tu es acteur ou parce que tu es... Enfin, parce que tu es la victime ou parce que tu es l'agresseur. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose que tu as vu ou de subir quelque chose que tu as vu. Alors que si une personne, elle n'a jamais vu et que c'est totalement inconnu, comme l'inconnu fait peur, tu risques plus de t'en sortir en disant non mais ça c'est sûr que j'ai jamais vu ça, même ma mère, mon père, j'ai jamais vu ça, donc pour moi j'accepterai pas. Que là tu te dis oui, mais peut-être moi ça m'est arrivé, mais moi je suis plus forte qu'elle parce que si et ça tu te sens toujours plus forte que la personne à côté. Et puis finalement tu te laisses faire parce que tu te dis ok mais ça s'est passé, elle n'est pas morte. Moi c'est bon, je prendrai le dessus, la relation de cette c'est façon. Parce qu'en fait, ça commence tout bêtement par un haussement de ton dans la voix quand tu t'exprimes avec l'autre personne et tu tolères. Mm-hmm. Et puis la prochaine fois, c'est des cris. Mm-hmm. Et puis la prochaine fois, c'est je te colle contre le mur. Et puis en fait, c'est que ça va crescendo. Mm-hmm. Souvent, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles le disent. Il m'a pas mis une claque le premier soir. Enfin, c'est rare, ça peut arriver. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une emprise psychologique qui se fait peu à peu, jusqu'au moment où soit c'est trop tard, soit tu t'en vas. Mais là, tu disais un truc quand tu racontais ton histoire tout à l'heure où tu peux te féliciter parce que tu as dit, je me suis quand même, entre guillemets, tu as dit, je me suis remise en question, j'ai repensé et bravo. Parce que toi, tu t'es remise en question alors que c'était certainement pas à toi de le faire, mais c'est bien pour la suite de ta vie. J'espère pour lui aussi qu'il s'est remis en question puis qu'il a remarqué que c'était un vrai bip. Sandro, tu bipes. Si tu nous écoutes, j'espère que tu te remets en question. Non, c'est vrai, bravo. C'est toi qui est forte dans cette histoire, c'est pas lui parce que les coups, c'est hyper facile. Mais de prendre ce recul-là, de réfléchir, d'analyser, de te dire peut-être j'ai fait ça. Mais, enfin, tu vois, de vraiment t'auto-analyser et essayer d'avancer différemment, c'est beaucoup plus... Il faut beaucoup plus de force que de lever la main. J'avoue honnêtement qu'au début, je prenais 100% de la responsabilité de ce qui se passait dans notre couple. Et en fait, c'est à essayer de le quitter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis en fait, comme je reparlais aussi tout à l'heure, c'est la fatigue. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, mais je suis en train de me laisser crever, moi, ici. Donc, donner le dernier coup... Enfin, non, pas du tout. En fait, pas dit comme ça. Mais c'est donner la dernière force pour mettre un stop et arriver à partir, quoi. Ouais, non, mais ça demande beaucoup plus de force que de lever la main. Ouais. Parce que si en plus la personne en face de toi, elle est physiquement moins forte que toi, bravo mec, tu l'as tapé, waouh, super quoi. Non mais c'est comme si je te disais j'ai réussi à écraser une fourmi. Mais tu veux quoi, un Oscar? T'es débile ou quoi? Si par exemple tu frappes une femme boxeuse, bodybuilder, etc. Et puis toi t'es un petit Mickey d'1m50, voilà. Là, tu pourras en reparler, mais après, tu vois. Là, on part du principe que la femme, elle a moins de force de nouveau que l'homme. Bah, très souvent, quand tu vois une femme battue, quand tu vois l'homme, c'est rare que la femme ce soit une... Ça arrive, d'ailleurs, ça arrivait chez un couple où la femme, elle était d'ailleurs championne MMA ou je sais plus, ça fait monstrueux scandale, je sais plus exactement, où en fait, finalement, lui aussi, il faisait, mais finalement, c'était aussi une femme qui était physiquement forte, on peut dire, mais elle a quand même vécu visiblement des violences conjugales. Mais tout ça pour dire que les hommes qui ont l'emprise sur une femme sur laquelle ils savent que physiquement, ils sont plus forts qu'elle... C'était plus moral que physique. Mais après, j'admets tout à fait, quand ça a cassé, j'ai eu la réaction inverse. C'est-à-dire que il y a eu, moi aussi, en fait, qui lui a un peu rendu ce qu'il m'avait fait parce que j'étais à bout, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est là où ça devenait hyper compliqué parce que j'étais hyper... moi, je me suis culpabilisée. Moi, je me suis remise en question en me disant, mais putain, mais comment j'ai fait pour en arriver à moi
lui rendre ce qu'il m'a fait. Effectivement, je me suis pas C'est trop le déclic. je me suis pas laissé faire, mais d'un autre côté, j'admets complètement être moi en tort pour ça, parce que oui, mais d'un autre côté, je me suis beaucoup renseignée dessus, parce qu'effectivement, il y a ce truc de, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça ou autre, et en fait de se rendre compte qu'effectivement, beaucoup de femmes n'arrivent pas à formuler, on arrive en fait à rendre l'appareil, quitte à ce que ça finisse mal, parce que le mec se laisse pas faire, quoi. Je pense que t'as un instinct de survie aussi qui arrive, un ras-le-bol, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux me faire de plus, en fait, tu vois? Donc, je teste n'importe quoi. Ouais. Tu vois, donc je pense que t'as un instinct de survie qui arrive. Enfin, j'ai jamais vécu, donc je peux penser par hypothèse, où vraiment tu te dis, là, à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que de toute façon, ta parole, ça change rien, ça n'a pas l'air d'évoluer dans le bon sens. Enfin, tu vois, je pense que... Quand t'entends tout le temps, je vais faire des efforts, et puis qu'en fait, au final, après 4 ans, il n'y a toujours pas d'efforts, tu te dis qu'en fait, tu t'es encore bien fait berner, quoi. Ouais, mais tu vas faire des efforts pour ne pas me frapper. Tu vois, avec le recul, ne culpabilise pas du tout. Hein. Je te dis juste dans sa tête à lui. Hein. Je te dis pas de toi qui a subi, parce que c'est hyper facile de juger. Je te dis lui, je vais faire... Non mais mec, c'est vraiment, si tu m'entends... Tu voulais faire des efforts pour ne pas la frapper, tu vois? Non, mais on va où? Après, moi, je vais quand même, par rapport à ces sujets qui portent quand même à controverse, je vais quand même à faire un peu l'avocat du diable, parce que quand on s'extrait de ces situations qui sont clairement dramatiques et impardonnables, enfin, c'est vraiment quelque chose que... Voilà. Mais on demande quoi à un homme? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Je parle en général, hein. Quand on dit tu recherches quoi chez un homme? Beaucoup de femmes qui disent moi je veux un homme fort, je veux un homme qui soit musclé, je veux un homme grand, je veux un homme imposant. Mais ça ne veut pas dire un homme qui va me frapper. Non, c'est pour ça que je dis, ça n'a rien à voir avec le fait de lever la main, hein. Mais je parle de la barrière très limite dans laquelle eux se retrouvent aussi projetés, hein, à cause du patriarcat. C'est pour ça que je dis, on est tous victimes du patriarcat, mais finalement, qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les injonctions normatives dans lesquelles sont mis les hommes? C'est vraiment il faut que tu sois fort, il faut que tu t'imposes, il faut que tu sois puissant, plus puissant que les femmes. Dominant. Il y a vraiment cet aspect-là de domination, et la limite, elle est tellement fine, faible. Tu vois, une femme qui se fait tromper, qui rentre à la maison et qui met une tarte à son mec. C'est totalement accepté par la société. Pourquoi? C'est très faux. Enfin, oui, mais moi, j'accepte pas non plus. Mais pourquoi dans notre inconscient? Parce que la femme, tu te dis, je pense qu'inconsciemment, elle risque de lui faire moins mal. C'était une claque d'énervement, parce que, tu sais, les femmes, souvent, quand on veut faire taire une femme, souvent, on utilise le truc de dire mais elle est hystérique, elle est folle. Tu vois, ça te met directement dans une case, il faut pas l'écouter, elle est folle, tu vois. Et là, tu as tellement qu'elle est folle, ok, il l'a trompée, mais la meuf, elle a comme mis une claque. Bon, c'est pas très grave, elle a pas fait mal, mais tu vois, d'excuser un peu un acte... Mais je pense qu'au-delà de la douleur, je pense qu'il y a vraiment autre chose derrière ça. C'est que on n'autorise pas un homme à manquer de respect à une femme sur un point de vue physique, parce que, entre guillemets, aller la tromper, c'est lui manquer de respect sur un point de vue physique et moral. Donc, ça lui légitime le droit de lui en mettre une. Par contre, si une femme trompe son mari, que le mari rentre et lui en met une, non seulement il sera jugé sur le fait de l'avoir frappé, mais qu'en plus de ça, il sera associé à être un animal, et ça m'étonne même pas qu'elle l'ait trompé finalement, qu'elle est allée chercher ailleurs, qu'elle ait cherché autre chose ailleurs. Ouais, bien Donc sûr. ils sont aussi d'une part diabolisés par rapport à ça, sur le fait que il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Et il y a des choses pour lesquelles ils sont mis en exergue, vraiment, il faut que vous soyez de telle façon, il faut que vous soyez dominant, il faut que vous nous dominiez, mais d'une certaine part, faut pas que vous franchissiez la limite. Mais si la femme l'a franchie, c'est moins grave. C'est moins grave, ouais, j'imagine. Après, je dis pas absolument pas que d'être un homme dans la société d'aujourd'hui, c'est facile, hein. Moi, j'aimerais pas être un homme foncièrement bon, où j'estime que la femme, elle est au même niveau que l'homme, que j'ai absolument pas d'emprise à avoir sur la femme, il faut pas la toucher, etc., etc. Et d'entendre constamment
à la cafette, au travail, ou je sais pas trop quoi. Ouais, mais de toute façon, toi, t'es un homme. De toute façon, tu penses qu'avec ta bite. De toute façon, si. Et de te dire, il va falloir presque que je prouve que je suis pas un connard. Enfin, tu vois. Et de te dire tout le temps que tes confrères, ils sont tout le temps rabaissés, que ton genre dans lequel tu t'identifies, il est tout le temps rabaissé. Et puis finalement, de toute façon, t'es qu'un homme et ci et ça. Au bout d'un moment, quand tu passes à l'acte d'être un vrai connard, je te parle pas que de frapper la femme, mais c'est vraiment dans ton comportement. Ton comportement, de comment tu traites ta partenaire, de te dire, finalement, c'est un peu ce que la société attend de moi. Et pour une personne qui serait un peu fragile, de rentrer dans une case, c'est plus facile que de ne pas y être adhéré. Et c'est pour ça, l'autre fois, j'avais un débat avec des collègues où je disais, il faut aussi, on va pas leur donner un Oscar, mais il faut aussi rappeler qu'il y a des hommes bons, qu'il y a des hommes qui sont aussi dans le juste, qui sont dans le respect de l'autre, etc. Et pas uniquement que les diaboliser, en fait. Parce que moi, je suis convaincue, parce que j'ai eu de la chance de tomber sur des hommes aussi qui sont bons. Et j'en parle aussi avec mon conjoint, où il me dit, mais à longueur de journée, d'entendre que les hommes, c'est des connards, à un moment donné, ça ne veut pas dire que lui va être un connard, mais ça, à un moment donné, ses potes, ils sont un peu là, genre, c'est presque normal, c'est un connard de plus, tu vois. Et de mettre en avant aussi le fait qu'un homme peut être bon, eh ben, je trouve que... Après, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas le fait que on la n'a pas femme... besoin de le mettre en avant, parce que c'est censé être pour casser normal. les codes, il faut presque le faire. Tu sais, ça n'a rien à voir, je vais partir dans un autre sujet, mais quand on met de plus en plus d'acteurs noirs, on dit, ouais, mais pourquoi, tu sais, elle débat sur la petite sirène, pourquoi elle est noire, etc. Il faut presque, pour changer un mouvement, il faut presque aller à contresens, mais très fort, c'est vraiment les turbines à fond, pour essayer de rééquilibrer un peu. Là, les mouvements féministes, il faut qu'ils tapent fort, parce que le patriarcat, il est lourd, il est là, et de mettre un peu en avant les hommes bons, les hommes justes, entendre aussi un peu leurs paroles, et puis de savoir qu'on n'est pas entouré que de connards, c'est aussi rassurant pour nous, les femmes, et pour les futures générations, et de donner aussi notre confiance. Eh ben, je pense que ça peut aussi soulever un peu tout ce mouvement de bien-être, de bienveillance, etc. Et puis moi, je trouve que ça rassurait aussi, parce que si tous les jours tu ouvres et puis tu te dis un pédocriminel, un prof a frappé une élève, encore des féminicides, etc., tu te dis, mais en fait, je suis presque mais parce que c'est la sûre réalité. de tomber que sur des connards. Non. C'est une réalité, Oui. mais il y a aussi des hommes bons derrière Bien sûr, ça, tu vois. mais moi, ce qui me dérange avec ce discours, c'est de revenir au « not all men », tu vois. Et ça, c'est vraiment un discours qui me dérange, parce que finalement, c'est une globalité dans notre conscience qui est importante. Parce que toi, quand tu vas te balader dans la rue toute seule à 23h30, toi, tu vas te balader avec une peur au ventre en tant que femme. Et il n'y a aucun homme, je pense, qui va se balader avec cette même peur que toi. Peut-être que oui, peut-être que... Avec la peur d'être si on donne violée plus la parole... non, mais d'être braqué, voilà. d'être violé aussi, hein, ça peut aussi arriver, mais c'est de pas donner les aussi mêmes, la parole aux hommes, tu vois, et de leur dire aussi aux hommes bons, qui ont des bonnes valeurs, de leur donner aussi la place et de les entendre. Je pense que ça peut aussi prouver qu'on n'est pas entouré que de psychopathes qui veulent absolument nous violer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut les féliciter et puis en faire des émissions. Ouais, et je sais pas trop quoi, mais il n'y a pas besoin de féliciter un homme qui a un bon comportement parce qu'il a un bon comportement. Ça devrait juste être la norme. Mais plus, typiquement, le dernier épisode de Kiss, je fais un peu de promotion, ou ce que pensent les hommes, j'avais vraiment l'impression qu'autour de la table, il y avait des hommes sensés, des hommes bons, des hommes non, mais qui parce ont que une sinon, conscience. Ils sont pas invités. Hein. Oui, mais tu vois, oui, alors c'est sûr, je pense qu'il y a quand même une sélection. Mais tu vois, ça m'a fait du bien d'entendre aussi, de me dire, OK, mais en fait, on peut parler sereinement, sans lever le poing. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi une forme de... Ça fait du bien. Je sais pas comment c'était ça fait du bien, vraiment. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut les mettre en lumière, ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, leur réserver des trônes ou je ne sais pas trop quoi, mais aussi leur donner la parole. Et puis, un homme qui serait un peu perdu entre ce qu'il a vu, ce qu'il a envie de faire, etc., d'entendre qu'il y a des bonnes choses qui peuvent se faire, peut-être qu'il pourrait plus facilement se diriger dans cette voie-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, je ne veux pas non plus être un homme actuellement. Waouh. C'est violent. Il y a des hommes, en plus de porter une parole bienveillante, non seulement vis-à-vis des femmes, mais également aussi vis-à-vis des hommes, parce que souvent, ils ont peur d'apporter une parole bienveillante pour leurs confrères, on va dire ça comme ça. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que ça se fait, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de
de papas aussi Mhm. qui prennent la parole et je trouve Mhm. que ça, c'est super. Mhm. Et il y a Papatriarcat, si jamais, sur Instagram. Il est génial, ce Mhm. papa. C'est un papa au foyer Mhm. qui s'occupe de sa petite fille et il a un discours très féministe, mais aussi très sensé. Mhm. Et je pense que ça vaut la peine de faire un tour sur son Instagram. Ouais, mais justement, du coup, tu peux aussi t'aller t'imprégner de belles leçons comme ça d'un homme qui parle aux hommes, tu vois. Parce qu'il y en a peu. Il y en a vraiment très peu. Et si toi, tu es jeune papa, on te dit, bah voilà, il y a cette page Instagram et tout, tu dis, ah bah tiens, je vais aller fouiller, puis ça va te donner ça va te donner envie de faire des activités avec tes enfants, d'impliquer plus, de comprendre la charge mentale de la femme, etc. C'est plus dans ce sens que je voulais dire, où il faut vraiment mettre en avant ces bons mouvements, en fait, tu vois. Je pense que c'était plus dans ce sens que de dire, il faut féliciter à chaque fois qu'un homme, il a débarrassé son assiette. Merci, parce que alors ça... Non, c'était pas ça. Alors, peut-être je me suis mal exprimée. C'est plus dans ce sens-là, de dire qu'il y a aussi des bonnes choses qui se font. Prenez-en exemple. Et puis, parce que finalement, le patriarcat se perpétue parce que c'est par mimétisme. Mais si tu commences à voir des bonnes actions, peut-être que tu pourrais te dire c'est aussi faisable, quoi. Tu vois, il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses. C'est plus dans ce sens. Les filles. Moi, je suis d'accord. Oui. C'est, comme on disait tout à l'heure aussi, du moment où les rôles sont acceptés des deux côtés, il faut de toute façon que ce soit concilié ou conciliant, parce que sinon c'est une guerre perpétuelle, c'est fatigant. Donc on apprend en faisant et puis en partageant. Si on veut respecter l'autre et si on l'aime vraiment, on essaie de concilier ce qui correspond, ce qui va le mieux. Que ce soit vis-à-vis de son sexe ou de son genre ou de ce qu'il échange avec toi. Si c'est ton partenaire, c'est ton collègue, ton ami ou ton enfant. Ok. Sur ces quelques mots de la fin, je vais vous remercier infiniment d'être venu avec moi sur dans ce petit studio. Et puis j'espère que vous avez passé un agréable moment parce que moi, j'ai beaucoup aimé partager ça avec vous. Et pour ce qui est de comment on peut vous retrouver, si jamais on veut pouvoir discuter avec vous, est-ce que vous voulez donner votre Instagram ? Oui, moi volontiers. C'est Alice FLP ou l'autre petit nom en dessous, c'est Grand Écart Partout à la retraite. Oui, parce qu'il faut savoir que Alice était une gymnaste hors pair. Elle faisait son grand écart à peu près partout. Ah voilà, ceci explique cela. Voilà, et on immortalisait ces grands écarts pour les mettre sur Instagram. Donc du coup, c'est juste le temps que mon genou se remette parce qu'on soit... Ma souplesse est toujours là. Ça en dit long. Bon. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Oui, merci. Avec plaisir. Merci les filles. Et à vous pour le partage. Kiss.